Bezrat Hashem Yitbarach, ce soir dans la partie éducation, nous allons parler d'un thème absolument fondamental. C'est le thème de l'association du père et de la mère à propos de l'éducation de leurs enfants. Pour introduire le sujet, il faut savoir que d'après la halakha, comme beaucoup le savent, d'après bon nombre de décisionnaires, la mitzvah de l'éducation incomberait d'après la stricte loi sur le père. Mais peut-être nous ne savons pas assez que nos maîtres, notamment le Sdehemed, nous dit que cela concerne les sujets à propos desquels le père est présent et habilité de s'occuper. D'ailleurs, les mots du Sdehemed sont très forts. C'est que tous les domaines à propos desquels c'est la mère qui a une influence, alors la mitzvah de l'éducation incombera sur la mère concernant ces sujets-là. Le Shla Kadosh, donc l'auteur du Shnei Luchot Habrit, nous dit que le fait que la mère se trouve plus en contact et est plus présente que le père dans la maison lui donne un rôle primordial, notamment sur ce qu'on appelle la réprimande. Comme on le sait, un enfant, le rôle des parents, c'est de leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire, c'est-à-dire leur indiquer, un petit peu comme les mitzvot assez et les mitzvot lota assez, ce qui est à faire et à ne pas faire. Et la mère, étant donné qu'elle est présente et qu'elle est au quotidien proche de l'enfant, alors elle aura cette mitzvah, plus encore que le père. On va revenir sur ce sujet. Concernant les mitzvot de Kavod et de Yir'a, on a déjà cité cet enseignement de la Gemara, mais qui est très intéressant. Comme on le sait, la Torah nous dit Kabed et avicha ve'et imecha. Tu honoreras ton père et ta mère. L'ordre est d'abord avicha, ton père, et ensuite imecha, ta mère. Alors que, nous l'avons lu dernièrement, concernant la mitzvah de Yir'a, ou de Mora, c'est-à-dire de craindre, là, l'ordre est inversé. Il est marqué Ish imo ve'aviv tiraou. L'homme devra craindre sa mère et son père. À propos de la Yir'a, de la crainte, c'est d'abord la mère qui est citée et ensuite le père. Nos maîtres dans le Talmud, dans la Gemara, de Kiddushin, commentent cette différence et expliquent que la Torah vient nous enjoindre à aller au-delà de ce qu'on a l'habitude naturellement d'être. Or, comme on le sait, ou peut-être c'est un hidouche, c'est une idée nouvelle pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, eh bien on doit savoir que le kavod, l'enfant l'a plus naturellement pour la mère que pour le père. Alors que la crainte, l'enfant l'a plus naturellement pour le père que pour la mère. Et puisque le kavod, avant même que la Torah n'enjoigne l'homme, il l'a plus naturellement pour sa mère que pour son père, la Torah va lui dire, eh bien justement, kavedet avicha ve'et imecha, fais précéder le kavod au père, du kavod à la mère. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel et qui demande un effort. Et que la volonté de la Torah, c'est qu'un homme ait un kavod pour le père, plus encore que pour la mère. D'ailleurs, des fois c'est vécu un peu comme une injustice, mais quand il y a le shlom bayit, il n'y a jamais ces problèmes. C'est que lorsque un papa et une maman demandent tous deux quelque chose, par exemple tous les deux demandent à boire,
Alors, d'après la halakha, on devra d'abord donner au père et après à la mère. En général, si le père est galant, alors c'est lui-même qui dit va apporter à ta mère. L'idée, c'est qu'il y a un kavod naturel des enfants pour leur mère et il y a une crainte naturelle des enfants pour leur père. La Gemara demande mais d'où vient ce kavod naturel des enfants pour la mère? Et la réponse de la Gemara est la suivante. C'est parce que la mère, elle est meshadalto bedvarim. Elle sait charmer l'enfant. Alors que le père, lui, vraisemblablement n'a pas cette capacité aussi naturelle. Il s'inspire, il apprend, il imite. Mais ce qu'une mère peut réussir à convaincre son enfant, nous dit la Gemara, c'est quelque chose qui amène le kavod. C'est très intéressant. De l'autre côté, on a la mitzvah de Ira, ish imo ve'aviv tiraou. Si on dit imo ve'aviv, c'est parce que naturellement on craint plus son père que sa mère. Et là, Mari Verbotin, Hidouche, une idée absolument inédite. Quelle est la raison pour laquelle un enfant, un homme, un être, va craindre plus son père que sa mère? La Gemara nous dit Shemelamdo Torah, parce qu'il lui enseigne la Torah. Non, on aurait pu imaginer qu'il va le craindre parce qu'il a des biceps un peu plus développés que la mère. Et donc ça va lui faire peur. Mais la Gemara ne dit pas ça. La Gemara nous dit la raison pour laquelle Ishimo vaviv tiraou, on a besoin de dire d'abord la mère après le père, parce que naturellement c'eût été le contraire. C'est parce que l'enfant craint son père naturellement, plus que sa mère, parce qu'il lui enseigne la Torah. Je me rappelle que cette question, je l'avais pendant longtemps, parce que, a priori, au contraire, peut-être que c'est les pères qui enseignent moins la Torah à leurs enfants qui font plus peur. Parce qu'un homme qui étudie la Torah, normalement, s'il lui enseigne, alors, a priori, il essaie de travailler ses midotes, il essaie d'appliquer un peu ce qu'il apprend. Donc, il est peut-être moins virulent, moins dissuasif lorsqu'il parle à ses enfants que celui qui étudie moins la Torah. Alors, ces sujets-là sont des sujets profonds, mais si on devait attacher un sens premier à ce que la Gemara nous dit, c'est tout simplement que le kavod et la ira, c'est pas ce qu'on pense nous. Chachamim nous disent que le kavod, c'est pour les parents de faire en sorte de les aider à se déplacer, à s'habiller, de ne pas s'asseoir là où ils s'asseyent, d'essayer par exemple quand on va chez, j'en sais rien, vous allez chez le garagiste et puis au lieu de dire juste je suis monsieur un tel, de dire je suis le fils de monsieur un tel. Et en même temps, ça donne un kavod, quand ça peut être le cas au père. La mitzvah de Ira, c'est justement les mitzvot négatives. J'en ai cité une, par erreur, c'est ne pas. Ira, c'est ne pas contredire, ne pas interrompre, ne pas s'asseoir à la place du père, et aussi de la mère. Quand un homme enseigne la Torah, eh bien, il porte avec lui quelque chose, où il montre que la référence, c'est pas lui, mais c'est Akadosh Baruch Hu. Quand un enfant, il voit que le père lui-même, il est le vecteur pour enseigner que la volonté qu'on doit appliquer, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui lui donne la crainte. Ça veut dire qu'il ne s'assiera pas à la place de celui qui lui enseigne la Torah. Dans la Torah, on doit donc être deux à éduquer, le père et la mère. D'où est-ce qu'on le voit? Eh bien, dans la paracha du Ben Sorer Umoré, dans le livre de Devarim, la paracha de Kitetse, nous apprenons la paracha de l'enfant rebelle. Une paracha originale, au point que nos maîtres vont même dire dans le traité de Sanhedrin que lo haya velo atid liot. Ce cas, c'est un cas théorique qui n'a jamais eu lieu, qui n'aura jamais lieu. C'est un avis qui est discuté. Dans le Talmud, un des maîtres va dire « Mais moi, je l'ai vu et je me suis même assis devant sa tombe. »
Pour introduire le sujet du Ben Sora Moré, ou le résumer rapidement, c'est un enfant qui, à l'âge du début de sa puberté, lorsqu'il a entre 13 ans et 13 ans et 6 mois, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va manger de la viande, boire du vin, et se comporter d'une manière qui n'est pas à la hauteur de la Torah. Il est averti par ses parents, mais il n'en est rien, il continue. À l'âge décisif, entre 13 ans et 13 ans et 6 mois, on le met en garde, puis, écoutez bien, il est condamné, d'après la Torah, à une peine de mort. Comment? Has Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, la Gemara elle-même dit, parce qu'il a mangé un peu de viande et qu'il a bu un peu de vin, alors on va le condamner à mort. Et la Gemara de dire, Mutav sheyamut zakai velo yamut hayav. Mieux vaut qu'il meure quand il n'en a pas fait encore trop, plutôt qu'il ne meure lorsqu'il en aura fait trop. Pourquoi? Parce que Yerda, Torah les sauve da'ato. La Torah vient décréter sur cet homme qu'il est en processus de dégradation. Sujet qui est très délicat, puisque comme on le sait, par exemple Ishmaël, lorsqu'il s'était retrouvé en danger, là-bas, Akadosh Baruch Hu avait décidé de le sauver. Et cette formule exceptionnelle qui est marquée dans la Gemara de Rosh Hashanah, sur le verset qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a sauvé le jeune garçon, Ba'asher Usham, nous enseigne qu'on ne juge pas la personne par rapport à ce qu'elle va devenir, ni à ce qu'elle va s'aggraver. On le juge sur l'instant. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de comprendre pourquoi à Rosh Hashanah, on fait tous les tzadikim, à Yom Kippourim, on prie tous avec un beau livre et longtemps avec de chaudes larmes pour demander pardon, alors qu'on sait que parfois dans l'année, peut-être on ne tiendra pas à 100% de nos engagements. Donc Chachamim nous disent, on juge la personne par rapport à ce qu'elle est, pas par rapport à ce qu'elle va devenir. Aussi, nos maîtres vont poser la question, alors quelle différence avec le Ben Sorer ou Moré? Alors il y a plusieurs réponses à cette question, qui n'est pas exactement notre sujet. Mais on apprend de la paracha du Ben Sorer ou Moré combien le sujet de l'éducation peut être engageant. Engageant parce que des fois, quand un enfant se comporte mal, on peut le perdre. Et le perdre, ça peut vouloir se dire de différentes manières. À l'époque du Sanhédrin, et si ce sujet n'est pas uniquement hypothétique, tel que certains sages du Talmud le disent, il peut amener même Chas v'Shalom à la peine de mort. Dans cette paracha de Ben Sorer ou Moré, il est marqué dans les versets de la Torah, je vous cite, Enen shomer bekol aviv uvkol imo. Une des conditions sine qua non pour pouvoir, entre guillemets, condamner ce jeune homme, c'est qu'il n'écoute pas la voix de son père et la voix de sa mère. Et nos maîtres vont nous dire, ça veut dire que il faut que les deux voix convergent et s'entendent sur l'éducation de l'enfant. Autrement dit, Moraï Varabotaï, que les choses soient bien claires. Le sujet de l'éducation est un sujet qui enjoint les deux parents ensemble à avoir une seule et même voix pour éduquer leurs enfants. Si bien que la plupart du temps, la question de l'éducation renvoie à des problématiques de shalom bait, d'harmonie dans le couple, à savoir, lorsqu'il n'y a pas qu'une voix dans la maison, mais qu'il y a deux voix, alors là, les choses sont compliquées. Si on devait parler d'acoustique, ça serait difficile d'avoir un son en stéréo, alors que pour pouvoir accompagner l'enfant vers sa réussite, ou bien être d'accord sur les décisions importantes à prendre, même lorsque les moments sont moins faciles, il faut être dans une disposition d'esprit où les parents peuvent dire « Eneno shomer bekolenu, bekol aviv ou bekol imo ». Il n'écoute pas notre voix, il n'écoute pas la voix du père et la voix de la mère. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, pour éduquer ensemble,
il faut avoir dans sa tête des objectifs qui sont communs. Et donc, ça renvoie à une question dont on a déjà parlé dans le cours sur l'éducation, c'est le fait de pouvoir parler, les deux parents, de ce qui sont les principes de la maison. D'ailleurs, la problématique se pose lorsque un des deux parents avance différemment de l'autre. Par exemple, on trouve des couples où le mari étudie la Torah et la femme pas du tout. Où la femme va à beaucoup de cours et le mari n'est pas du tout dans cette ambiance. Et en fait, un décalage se crée. Ce décalage-là, il fait que parfois, les centres d'intérêt et les priorités ne sont pas les mêmes. Chacun des époux doit être responsable qu'ensemble, ils avancent pour pouvoir avoir une voix. Et c'est cette voix commune qui pourra donner une éducation qui est faite ensemble pour faire grandir les enfants. C'est la raison pour laquelle, si par exemple quelqu'un se dit « Non, moi, ma femme, Baruch Hashem, c'est une tzadékette, moi, voilà, je suis un peu moins, mais bon, je suis occupé, j'ai du travail, je dois voyager, je ne peux pas m'occuper personnellement de mes enfants, mais j'ai épousé une femme qui est quelqu'un de bien. » Ou bien, le contraire, je vais attendre que le papa rentre à la maison pour discuter avec l'enfant, parce que je le laisse, c'est lui qui sait. Eh bien, il faut savoir que si les tâches peuvent être réparties et complémentaires, puisqu'il y a des choses qu'il vaut mieux faire dire par l'épouse que par l'époux, par la mère que par le père, il ne reste pas moins qu'on doit être d'accord sur les principes. C'est pourquoi, Moravi Rabotai, il est fondamental de prendre du temps pour tomber d'accord. En français, on dit tomber d'accord, comme on dit tomber enceinte. Je ne sais pas pourquoi. Tomber, c'est pas très beau. Mais dans la Torah, être d'accord, c'est décider que même si en principe, on aurait pu avoir des divergences d'opinion, pour que nos enfants n'aient pas des repères qui les fassent être partagés sur des sujets, il faut que nous tombions d'accord. Donc il faut que nous trouvions un chemin qui soit un chemin de construction. Alors, nos maîtres vont nous dire que un jour, donc c'est un texte qui est dans Talmud de Beliaou, un jour, Eliyahu Navi est entré, et il leur a dit, vous savez, Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme une aide exceptionnelle, c'est la femme. Alors, les maîtres lui ont dit, mais est-ce que tu peux expliquer? On dit, c'est simple. Si jamais on a du blé et de l'orge, on n'a pas grand-chose dans la main. Mais on a des morceaux de bois, des céréales. Si la femme les prend, les moue, et les arrange pour en faire du pain, ces mêmes céréales deviennent délicieux. Il en est de même pour la viande. On passe chez le boucher, comme on le sait. À l'époque, certainement, ils allaient égorger, ils ramenaient, et puis la viande, pas très appétissant. Et pourtant, lorsque l'épouse a cuisiné, avec des bonnes épices, elle a laissé mijoter le temps qu'il fallait, elle a ajouté tout ce qu'il faut, c'est délicieux. De la même manière, avec le tissu, etc. Alors tous lui ont donné raison. La complémentarité de l'homme et de la femme a l'air ici vraiment primaire. Mais nos Chachamim nous disent que si on réfléchit un petit peu, sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. L'homme amène des principes. Il amène des fruits, des aliments. C'est-à-dire que l'homme étudie la Torah et il amène à la maison la lumière de la Torah, qu'il va chercher parfois ailleurs et très loin, dans une maison d'études, avec des rabbanim. Ces principes-là, il faut leur donner une application. Cette application, ce n'est pas l'homme qui va
être le mieux placé pour trouver l'application, ça va être la femme. Pourquoi ? Bien, la femme, c'est simple. C'est celle qui est capable de donner des bons conseils. Une fois, j'avais voulu dire que l'homme, il est un petit peu comme l'arbre. En hébreu, on appelle ça etz. Celui qui travaille la terre pour que les fruits poussent, qui en récolte les fruits. Et je m'étais dit que c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'écrit. Etza, c'est le féminin de etz. Etza, ça veut dire le conseil. D'ailleurs, pas plus tard que hier, j'ai reçu un couple et j'ai dit au monsieur, est-ce que vous demandez des conseils à votre épouse ? Il m'a dit, des conseils ? Je lui ai dit, oui, la Gemara dans le traité d'Yevamot nous dit que parmi les choses qui manquent à l'homme lorsqu'il n'est pas marié, il est marqué à Sharoui Belo Isha, Sharoui Belo Etza. Celui qui n'est pas marié, c'est comme s'il était resté sans conseil. La femme est considérée comme le conseiller de l'homme. D'ailleurs, nos maîtres vont jusqu'à dire que la femme, elle sent. Comme vous le savez, la Gemara raconte dans la Sechet Brachot que la femme, elle sent les invités. Elle peut vous dire, celui-là, il ne faut plus qu'il revienne ici. En réalité, elle n'a pas senti si c'était Chanel ou une autre marque de parfum. C'est pas de ça qu'on parle. C'est qu'elle a une bina yetera pour ressentir certaines choses. C'est-à-dire que elle va pouvoir dire à un homme d'affaires avec qui faire ou ne pas faire affaire, alors que finalement, elle connaît peut-être rien à ses affaires. Mais elle a une bina yetera. C'est celle qui est la etza. Alors moi, j'avais voulu dire que l'homme, il amène les principes, il étudie, il apprend, il amène des ambitions, et la femme, elle est celle qui est le bon conseil. C'est-à-dire, le conseil, c'est la manière avec laquelle on va appliquer quelque chose en pratique. La femme, elle a le côté pratique. C'est que on peut avoir des grands principes, mais si on ne sait pas les mettre en pratique, c'est très difficile. Quand on a 2, 3, 4, 5 enfants, des fois plus, 10, avec un principe qu'on doit mettre en pratique, avec le nombre d'enfants et les situations qui peuvent être tellement différentes les unes des autres, il faut avoir beaucoup d'intelligence et beaucoup d'adresse pour pouvoir appliquer et adapter, c'est ça le mot, à chacun, la manière avec laquelle on va pouvoir inscrire le principe dans une application qui est absolument originale et particulière à chacun. C'est la raison pour laquelle on ne parle pas seulement du blé, de l'orge, mais on parle de tout ce que l'homme va ramener comme fruit qu'il aura fait pousser, réfléchi, pensé et récolté à la maison. Et l'épouse, qui va être dans le même sens que l'époux, va être capable justement de donner une place à chaque chose, de donner une réalisation à ce qu'est la hashkafa, les convictions et les objectifs de la maison. L'expérience que j'ai des personnes qui viennent me parler me permet d'indiquer ici une problématique qui est importante, c'est le fait d'avoir, quand on est parent, un seul et même rave. Et cela le plus tôt possible. Il est vrai que quand on est une jeune fille, on a au séminaire un rave, et quand on est un jeune bahour, on a la yeshiva des rabbanim. Parfois aussi, quand on n'est pas dans le monde de l'étude, on a grandi dans une certaine communauté avec un rabbin, et la jeune fille qui devient l'épouse, elle a grandi ailleurs. Il est très difficile de continuer à grandir en parallèle sans avoir une même référence. Un des principes que le Rav Wolbe donne dans un de ses livres, où il y a des chapitres sur l'éducation, c'est d'avoir une référence commune. La référence, elle permet que quand on n'est pas d'accord, on pourra adresser une question. Il n'en reste pas moins que la complémentarité dans l'éducation, elle relève de la complicité. La complémentarité, on pourrait dire que c'est un qui fait ce que l'autre ne fait pas.
j'ai pas envie, alors c'est toi qui fais. Non, pas du tout. La complicité, c'est que ensemble, on a un seul et même objectif et on utilise chacun les outils qui sont les meilleurs pour aller tous les deux et accompagner nos enfants vers le même but. D'ailleurs, le verset très connu que tout le monde a déjà lu, Shema béni Moussar avicha ve'al titosh Torah timecha. Shema béni, écoute mon fils, Moussar avicha. La morale, littéralement, de ton père. Ve'al titosh, et n'abandonne pas Torah timecha, la Torah de ta mère. Le Rav Schlenger nous dit Moussar, c'est ponctuel. Une parole. Très souvent, le père, il vient, il dit un mot, une phrase, et il s'en va. La mère, Torah, vous savez ce que ça veut dire une Torah? C'est long, c'est grand, c'est infini. Le père a un rôle, c'est de donner des indications précises et des phares d'orientation clairs. La mère, elle est capable d'être celle qui va transformer qu'une phrase pourra indiquer toute une Torah, toute une espèce de science à propos d'un sujet. C'est la raison pour laquelle, dans une maison, la mère est celle qui est capable le plus facilement et avec le plus d'adresse d'accompagner et d'encourager dans le même sens que ce que l'époux, que ce que le père avait indiqué. Bref, Raboutaï, nous avons ce soir réfléchi sur le sujet de l'importance capitale que dans l'éducation, on soit ensemble. Comme on l'a dit, ça indique forcément des questions dont il faut parler entre époux pour pouvoir avoir un chemin que l'on suit ensemble et qu'on cherche à faire appliquer par nos enfants. Le père a un rôle, c'est de donner l'orientation, mais il ne peut le faire sans le conseil et l'aide de son épouse, un peu comme ce qu'on a dit Etz et Etza, parce qu'au quotidien, la mère est présente auprès de ses enfants et elle a cette adresse extraordinaire de pouvoir prendre ces messages qui sont rapportés et leur donner une dimension pratique. L'homme étudie la Torah, vient à la maison avec de grandes ambitions, des très beaux épis de blé et d'orge, et la mère est capable de faire de cela, avec ses enfants, le meilleur pain. Et c'est ça la complémentarité des deux parents, sans laquelle il est très difficile de pouvoir éduquer. Comme on l'a vu dans le Ben Sorer Moré, il faut avoir une seule et même voix. D'ailleurs, il faut savoir qu'un des grands conseils lorsque les enfants viennent vous demander quelque chose, moi c'est ce que j'essaie de faire, quand un des enfants me dit « Est-ce que tu permets que ?» Je demande avant tout « Est-ce que tu as demandé à maman ?» Et c'est pas une fois ou deux, mais plusieurs fois, que comme maman avait dit non, on est venu voir papa pour voir qu'est-ce qu'il allait dire. Mais si on donne des shi'orim de Hinour, il faut aussi soi-même faire attention, être vacciné. À savoir que papa et maman, ils sont ensemble. C'est pas ou papa ou maman, c'est les deux ensemble. On va dire pour cette première partie du Shi'or, qui est sur l'éducation, Baruch Hanei La'olam, Amen.